accueille Irène Buvat, qui est directrice du service du laboratoire d'imagerie translationnelle en oncologie à l'Institut Curie. Vous êtes directrice de recherche CNRS et vous êtes donc spécialiste des applications de l'intelligence artificielle sur l'imagerie médicale. On va en parler juste après. Antoine Geisbeler, vous êtes médecin-chef du service de cybersanté et télémédecine aux hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour, bienvenue. Nous aurons l'occasion de parler de cybersécurité ensemble, puisque c'est un outil formidable, mais qui pose certaines difficultés aussi de ce point de vue. En toute fin de table ronde, donc, nous aurons une intervention préenregistrée de Jean Sibilia sur la formation, qui est aussi très importante. Mais pour commencer, avec Caroline Dreyer, qui est directrice générale de BioVallée France. Voilà, vous êtes le pôle de compétitivité de la région Grand Est. Vous avez la lourde mission de fédérer les énergies de cette vaste et belle région, que ce soit dans les laboratoires de recherche, chez les industriels ou les organismes de formation. Est-ce que vous pouvez, on va commencer par ça, nous rappeler un petit peu voilà, quelle est la mission de BioVallée France plus concrètement et comment vous aidez au développement du numérique et des outils d'intelligence artificielle dans l'univers du soin? Merci à vous. Donc, effectivement, BioVallée France est un pôle de compétitivité qui est spécialisé sur la filière et la filière au sens large de la santé. Donc, notre mission est vraiment de réussir à contribuer à créer un environnement qui soit le plus propice, le plus favorable, le plus structurant possible pour que l'ensemble de nos membres puissent se développer sereinement et continuer à croître, continuer ce développement. Et quand je dis nos membres, effectivement, vous l'avez dit, la première chose, c'est de fédérer toute une communauté, tout un réseau d'acteurs qui va intégrer les établissements de recherche publics scientifiques, les établissements de soins, les acteurs paramédicaux, les entreprises, et donc bien évidemment les entreprises de toute taille, les startups, PME, ETI. Et donc nous allons les accompagner au quotidien dans leurs différentes questions justement de développement, de transformation. Donc pour ça, on a toute une batterie d'outils, que ce soit des outils d'événementiel pour déjà faciliter cette mise en réseau, parce que si on veut, et notamment ce que disait le président ce matin, le décloisonnement, la rencontre, le fait que les acteurs puissent justement apprendre les uns des autres, c'est des événements de réseautage, des événements de sensibilisation aussi sur des thématiques phares. On a ensuite toute une expertise d'accompagnement dans la réflexion stratégique, le montage aussi de projets d'innovation, qu'ils soient individuels ou collaboratifs entre les différents membres. Et enfin, dernier outil levier que nous déployons, c'est aussi la mise en place de projets, d'outils, d'infrastructures que je qualifierais de projets structurants. Donc infrastructures avec des environnements, par exemple comme sur Strasbourg, le campus NextMed, qui permet sur un même site de regrouper justement tous les acteurs sur le sujet des technologies médicales et qui est au cœur de l'hôpital universitaire de Strasbourg pour avoir également ce lien avec les patients, mais aussi autres outils, méthodologie très structurante. C'est le lancement hier soir notamment du JET Santé, donc Grand Est Transformation, qui est né d'une initiative inédite dans le cadre du Business Act Grand Est mené par la région Grand Est et par l'État, et qui vise à accompagner justement la transformation des acteurs pour arriver à fluidifier les parcours de soins, améliorer la prise en charge des patients, apporter les solutions au plus juste, et j'y viendrai peut-être après dans les exemples, avec un premier sujet autour de l'attractivité des métiers, et ça aussi ça a déjà été souligné ce matin, pour finalement redonner du sens,
parvenir à faire en sorte que les personnels soignants puissent accompagner au mieux les patients. Alors concrètement, comment ça se traduit ce projet, enfin cet hôpital de demain dont le lancement a été annoncé hier soir. Est-ce que vous avez quand même quelques exemples, comment ça se traduit dans les faits? Il y a différents projets qui nous ont été présentés. Citez-en un ou deux, qu'on se fasse une idée, parce que c'est un peu vague comme ça. Alors déjà peut-être quand même rentrer pour que tout un chacun comprenne effectivement comment ça se fait. Donc le but était vraiment d'accompagner les hôpitaux, les centres hospitaliers pour trouver des solutions qui leur permettraient de rendre le quotidien, le métier de leurs salariés, des professionnels de santé les plus attractifs. Donc maintenir les équipes en place, mais également réussir à motiver de futurs salariés à rejoindre, parce que j'ai notamment une personne dans un hôpital qui m'avait dit qu'aujourd'hui, lorsque des stagiaires viennent et se rendent compte de la réalité, bien souvent, ils ne vont pas faire le pas suivant. Et donc, Hôpital du futur, c'était visé justement à permettre de déposer des candidatures sur des sujets divers, organisationnels, serviciels, technologiques, qui permettaient de franchir ce pas. Et le rôle de BioValley a été justement d'aider les différents centres hospitaliers à monter leur candidature, mais aussi d'identifier des offreurs de solutions qui pouvaient proposer des outils. Et on a notamment des outils numériques aujourd'hui qui sont développés par certains membres de BioValley, comme par exemple OptaLP, qui propose un outil, une solution intelligente en fait de gestion et d'optimisation des ressources, de sorte à pouvoir maîtriser les flux, gérer les stocks, faire les planifications de rendez-vous. Et donc dans les exemples qu'on a pu voir hier soir, certains touchaient effectivement à l'implémentation du numérique pour réduire la charge de travail des différents employés, mais on a aussi vu des projets sur le développement durable avec par exemple le lancement d'une flotte de vélos sur les sites hospitaliers pour que justement les salariés puissent se déplacer dans les meilleures conditions rapidement, et avec aussi l'objectif de répondre à des ambitions de défis climatiques. Alors parmi ceux-ci, ça m'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais il y a les projets en imagerie. Comment utiliser l'intelligence artificielle sur l'imagerie pour faciliter le travail, le rendre plus sûr, voilà. Et ça me donne l'occasion de passer la parole au docteur Irène Buvard, pour qui ces questions n'ont presque plus aucun secret, si ce n'est celui de la boîte noire de l'intelligence artificielle, dont on évoquera peut-être plus longuement tout à l'heure. Donc la première question que je voulais vous poser, puisque vous êtes une spécialiste de radiomique, alors je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui savent précisément ce qu'est la radiomique, mais c'est une discipline assez jeune, 10-15 ans, et qui est née de la rencontre des données d'imagerie médicale avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en radio, ou ce que vous essayez de faire ? Oui, bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de participer à cette table ronde. Alors, je vais répondre à votre première question. La radiomique, donc c'est la contraction de radiologie et omique. On parle de la génomique, donc par analogie, on parle de radiomique. Et en fait, c'est d'une part l'extraction d'un grand nombre de caractéristiques à partir d'images médicales pour mieux faire ressortir le contenu de ces images, et l'exploitation de ces caractéristiques par des algorithmes d'intelligence artificielle pour mieux classer les pathologies et prédire la réponse à un traitement, prédire l'évolution du patient de façon à déterminer l'approche thérapeutique qui va être à privilégier chez ce patient, prédire la sévérité de sa maladie, est-ce qu'il faut traiter ou attendre, etc. Donc la radiomique, c'est l'exploitation des images médicales par des techniques d'intelligence artificielle pour mieux comprendre les pathologies et être capable de faire ce qu'on appelle de la médecine de précision, choisir le meilleur traitement pour chaque patient. Alors,
Quelle est la motivation de la radiomique ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les images médicales sont très riches en informations. Et actuellement, l'information portée par les images médicales est sous-exploitée. Je vais prendre l'exemple de la cancérologie pour fixer un peu les idées. Donc, en cancérologie, les patients qui sont atteints d'un cancer vont bénéficier de plusieurs examens. Et à partir des images recueillies chez ces patients, on va essentiellement localiser la tumeur et ses possibles métastases et mesurer les dimensions, parce que c'est un index pronostique important. Mais pour autant, l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, fournit aussi des informations sur la vascularisation des tumeurs. La tomographie par émission de positons, les TEP scans, fournissent des informations sur le métabolisme des tumeurs et sur leur micro-environnement. L'imagerie ultrasonore fournit aussi des informations sur la dureté de la tumeur, donc des aspects mécaniques. Le scanner et les scanners les plus modernes permettent d'obtenir des informations sur la composition atomique des tumeurs. Et toutes ces informations, l'hypothèse, c'est que si on prend en compte l'ensemble de ces informations, on va être capable de mieux caractériser les tumeurs, le stade de la maladie, et donc de mieux choisir le traitement le plus adapté aux patients. Et pourquoi on a besoin de l'intelligence artificielle pour faire ça ? C'est parce que notre cerveau ne peut pas synthétiser l'ensemble des informations mesurables à partir des images. Si on regarde uniquement la taille et la localisation des tumeurs, c'est relativement facile. Mais maintenant, si on regarde la forme, l'hétérogénéité du signal dans la tumeur, la dispersion des foyers tumoraux dans l'organisme chez les patients métastatiques en cancérologie, là, notre cerveau est tout de suite limité dans l'analyse des corrélations entre tous ces paramètres et finalement le devenir du patient, le fait qu'il va répondre ou pas à un traitement. Et pour analyser toutes ces associations et établir des liens entre un profil très complet de la maladie et l'évolution du malade sous un certain traitement, on a besoin de ces algorithmes d'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle de l'exploration des données, donc le data mining en anglais, et la mise en relation d'un grand vecteur d'information avec des milliers de mesures et l'évolution du patient, le fait qu'il va répondre à une immunothérapie, à une chimiothérapie, comment il va évoluer après une chirurgie, etc. Donc ça signifie, pour résumer, qu'à partir d'une image, à l'aide de l'intelligence artificielle, qui on aura bien appris ce qu'on veut lui apprendre, elle va non seulement la localisation d'une tumeur, sa forme, sa taille, mais elle va pouvoir extraire des caractéristiques moléculaires de cette tumeur, savoir quel type de cellules tumorales sont majoritaires dans le tissu ou... Certaines modalités d'imagerie donnent accès à des informations moléculaires, comme le TEP scan, par exemple, qui va effectivement permettre de mettre en évidence des anomalies moléculaires associées à la maladie. Alors, tout dépend évidemment des modalités d'imagerie qu'on utilise, mais un des grands espoirs de l'intelligence artificielle, c'est aussi de mettre en relation, par exemple, des anomalies génomiques, qui vont s'exprimer sous la forme de ce qu'on appelle un phénotype d'imagerie particulier, c'est-à-dire que quand telle anomalie moléculaire est présente, eh bien, la tumeur va avoir, par exemple, des bords qui auront une certaine forme ou une hétérogénéité qui sera particulière. C'est quelque chose de visible pour le médecin, ça ? Alors, il y a des éléments qui sont visibles, mais pour autant difficilement quantifiables par les médecins, alors qu'avec les outils d'intelligence artificielle, on cherche à quantifier les données pour s'affranchir de la variabilité inter-radiologue, inter-observateur. Et puis, on fait quand même l'hypothèse qu'il y a des éléments infravisuels trop complexes à exprimer par le radiologue, donc qui sont présents, mais qui sont difficiles à résumer de façon sémantique par un radiologue ou un médecin nucléaire, mais qu'on peut capturer par des paramètres mesurables à partir d'une image. Alors, cette technique de radiomique, on est encore dans des phases de recherche, ce n'est pas à appliquer en routine, comme on dit, chez les patients.
détrompez-moi. Pas encore. Alors, il y a des modèles qui existent déjà, qui sont en phase d'évaluation à grande échelle, puisqu'évidemment, pour déployer ces méthodes dans les services hospitaliers, ils doivent d'abord avoir été validés à grande échelle sur plusieurs cohortes de patients, dans plusieurs hôpitaux, pour être certain que les décisions qui vont être suggérées par les algorithmes sont suffisamment fiables pour que les médecins puissent s'appuyer sur ces décisions pour la prise en charge thérapeutique des malades. Alors, cela dit, ça n'empêche pas l'intelligence artificielle d'être déjà utilisée sur l'imagerie par ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il y a entre cette radiomique qui est presque... on pourrait faire des biopsies sans les faire avec cette technique. C'est bien ça, puisqu'on caractérise une tumeur sur l'imagerie. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il y a ? Tout à fait. Alors, effectivement, la radiomique peut aussi être considérée comme une sorte de biopsie virtuelle où, à partir d'imagerie non invasive, on va pouvoir profiler très finement la maladie. Et effectivement, l'intelligence artificielle a d'autres applications en imagerie médicale. Et les deux autres applications principales au-delà de la radiomique sont d'une part l'amélioration de la qualité des images, obtenir des images d'excellente qualité et très justes quantitativement avec des acquisitions plus rapides, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de laisser le patient un quart d'heure sous le scanner, mais obtenir la même qualité d'image en 2 minutes, par exemple. Donc, améliorer la qualité des images et donc leur contenu informatif. Et la deuxième application importante, c'est automatiser l'exploitation de ces images. Par exemple, les images sont utilisées pour établir les plans de traitement en radiothérapie. Et ceci nécessite le contourage très méticuleux de la tumeur, mais aussi des organes sains afin d'établir le plan de radiothérapie pour préserver ces organes sains. Ce travail est extrêmement chronophage. Les médecins savent parfaitement le réaliser, mais ça prend un temps fou. Et l'idée des méthodes d'IA, c'est de les utiliser pour automatiser toutes ces tâches que les médecins savent bien réaliser, mais qui permettraient de leur libérer du temps pour que ce temps soit exploité plus efficacement à discuter avec le patient, à expliquer au patient la prise en charge thérapeutique qui va être utilisée. Donc cette automatisation des tâches, grâce à l'IA, va aussi considérablement modifier le fonctionnement de la prise en charge des patients. Il en va de même, il faut comprendre que quand vous avez un scanner, par exemple, donc un examen d'imagerie médicale assez basique, ça génère des centaines d'images. Et donc le médecin, il doit parcourir l'ensemble des images pour détecter des anomalies. Et maintenant, on dispose d'algorithmes d'IA qui vont permettre d'identifier automatiquement les zones suspectes qui vont être présentées de façon privilégiée au radiologue pour qu'il puisse directement focaliser son attention sur ces zones et pas passer du temps sur des coupes où il n'y a pas d'informations pertinentes pour la pathologie considérée. Donc le gain de temps qui va être permis par l'usage de ces algorithmes va être extrêmement utile, surtout, et ça a été discuté avant, à cette période où on a une pénurie de personnel et tous les radiologues et les médecins nucléaires sont aussi difficiles à attirer dans le milieu hospitalier actuellement. Et le fait qu'ils puissent s'appuyer sur des algorithmes qui vont accélérer leur travail est évidemment quelque chose de très bénéfique pour le système de soins en général. C'est quelque chose que vous percevez, vous, Caroline Dreyer, cette difficulté à attirer sur l'imagerie, sur des travails fastidieux et qui pourraient se débloquer grâce à ces technologies? Oui, clairement. Et ensuite, je mets toujours le lien aussi bien pour les personnels soignants que pour les patients qui, derrière, effectivement, vont également avoir leur prise en charge qui va en dépendre. Et oui, sur les médecins, on a pu voir sur l'un des projets, par exemple, sur la numérisation, l'automatisation des lames
d'anatomopathologie. Exactement. Que effectivement c'était un travail qui était très fastidieux dans le sens que celui que vous décriviez justement sur l'imagerie avec le nombre de cellules à traiter en lieu et place du nombre d'images et que d'avoir effectivement un système dans lequel l'IA vient en appui de ces médecins les stimule aussi dans la réalisation en fait de leur métier. Et donc on a déjà pu voir dans ce projet qui est lancé l'attrait de 2 médecins qui considèrent que c'est un lieu propice pour être et pour continuer sa carrière parce que il y a ce développement d'outils qui facilitent justement la réalisation de leur travail. Oui, pour ceux qui ne savaient pas, les lames d'anatomopathologie, ce sont des échantillons de tumeurs qu'on place dans des lames et qu'on observe au microscope. Une fois qu'elles sont numérisées, voilà, je crois qu'à l'Institut Curie, vous avez entrepris, alors pas vous personnellement, dans notre service, mais qu'il y a des milliers de lames qui ont été numérisées, voilà, et qui nourrissent les algorithmes. Voilà. Peut-être que Bernard Nordlinger, vous voulez rebondir là-dessus. Je sais que Irène Buvat a écrit, notamment sur la radiomique dans l'ouvrage collectif que je citais en début de rencontre. Quels sont les défis aujourd'hui pour peut-être démocratiser ça, parce que c'est ça le but aussi, c'est de pouvoir obtenir un aussi bon diagnostic à Paris que n'importe où ailleurs? Sur l'anatomie pathologique, le défi il est clair, c'est que quand le diagnostic est difficile, les pathologistes échangent les lames. Et traditionnellement, quand on veut échanger une lame pour confirmer ou infirmer un diagnostic, il faut l'envoyer à un laboratoire de référence. Et puis, il faut avoir l'autorisation. Ensuite, il faut la poste. Enfin, il faut l'analyse, le retour. En général, il y en a pour 3 semaines. Bon. Quand on peut avoir des lames virtuelles qui sont transmises automatiquement, grossir, diminuer, ça va beaucoup plus vite. Donc, moi, je suis impressionné par les différents progrès parce que Irène Buvat nous a dit sur la radiomique. Encore une fois, l'intérêt de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, d'ailleurs, c'est un mauvais terme. Parce qu'il y a des tas de gens à qui ça fait peur. L'intelligence artificielle, c'est des programmes informatiques qui essaient de résoudre des problèmes. Et puis, il y a différentes, c'est de plus en plus sophistiqué. L'intérêt, c'est donc d'analyser très rapidement des grandes quantités de données. Et l'autre intérêt, c'est de pouvoir corréler différents moyens. Autrement dit, on ne demande pas à une même personne de tout faire. On demande au radiologue ou à l'imagerie de pouvoir analyser et tirer tout ce qu'on peut des images, et on en tire beaucoup plus qu'avant. On demande aux pathologistes d'analyser ces lames, mais pour avoir des lames, il faut aller faire un prélèvement, donc c'est agressif, ça fait mal. Est-ce qu'on pourra un jour s'en passer? C'est pas évident. Actuellement, notamment pour des raisons purement administratives pour la sécurité sociale, pour classer en affection de longue durée, il faut une preuve histologique. Est-ce qu'un jour on acceptera que ça soit fait par la radiomique? Je ne sais pas. Mais il faudra, pour les cancers, il faut de la génomique, de la protéomique. Enfin, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des corrélations, et ça c'est un des grands domaines de l'IA, d'avoir des corrélations sur ces différents domaines et s'approcher un peu plus de la vérité. Merci beaucoup. Alors je vais donner la parole à Antoine Guessubler, peut-être là-dessus. Mais écoutez, volontiers, peut-être juste 2 réflexions supplémentaires. Je crois que beaucoup de choses ont été dites et très bien dites. Je pense qu'une des choses qui est intéressante dans ces outils d'imagerie augmentée par l'intelligence artificielle, que ce soit la radiomique ou les analyses d'histopathologie, c'est le fait que ça permet de les examiner de manière peut-être plus complète que lorsqu'un spécialiste se penche sur son microscope. On a en tout cas des exemples assez convaincants où les systèmes automatisés vont identifier les zones à examiner par un spécialiste pour pouvoir être sûr de ne pas avoir loupé un diagnostic. Donc je pense que là, il y a aussi une aide intéressante. On a aussi eu des projets de radiomique où, par exemple, les radiographies du thorax étaient préanalysées par une intelligence artificielle qui mettait en haut de la pile celles qui paraissaient les plus utiles à être examinées rapidement par un radiologue, par exemple pour amener à un traitement antibiotique ou autre.
Ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose qui me paraît intéressante, c'est que ça permet de déplacer les usages de ces documents médicaux. Pensez par exemple à l'analyse automatisée d'images dermatologiques quand on a par exemple une tache qui pourrait être suspecte d'être un mélanome ou une autre tumeur cutanée. Le fait de permettre au patient d'activer depuis son téléphone mobile une intelligence artificielle qui va lui donner la probabilité que cette lésion soit cancéreuse va avoir des implications plus tard sur la vitesse avec laquelle on va obtenir un rendez-vous chez un dermato, par exemple. Parce que si on dit l'IA m'a dit qu'il y avait 80% de chances que ça soit une tumeur, peut-être que le rendez-vous sera un peu plus précoce que si on n'a pas cette information supplémentaire. Donc je pense qu'il y a vraiment des domaines pour lesquels cette augmentation de l'intelligence peut avoir un impact très très important en termes de qualité et de précision des soins. Alors, j'aime bien l'exemple que vous prenez sur la dermatologie, parce qu'il y a des applications qui existent déjà aujourd'hui. Est-ce qu'elles permettent de prendre rendez-vous plus vite chez mon dermatologue ? Alors moi, j'ai fait l'essai, j'ai demandé à mes collègues dermatologues qu'est-ce qui se passait si un patient disait j'ai utilisé cette application qui me dit qu'il y a plus de 50% de chances que ça soit une tumeur. Ils disent non, on les prend plus rapidement, c'est sûr. Ah oui. Et je pense que c'est compréhensible. Oui, bien sûr. On a un élément supplémentaire que le spécialiste n'a pas. Et je pense que c'est quelque chose qui va se généraliser. On le voit aussi avec tout le mouvement de ce qu'on appelle en anglais les PROMs, les Patient Reported Outcome Measures, ou résultats rapportés par les patients, je crois que c'est le terme en français, qu'on utilise par exemple en oncologie, où les patients peuvent documenter depuis leur domicile un certain nombre d'éléments par rapport à aux complications de leur traitement, typiquement dans le cadre de chimiothérapie ou de radiothérapie. Et donc, peuvent alerter de manière numérique l'équipe qui les soigne, comme quoi quelque chose n'est pas en train de se passer comme elle était attendue, et de pouvoir être pris en charge de manière plus précoce, notamment dans le cadre d'une visite ambulatoire avancée, plutôt que d'attendre que la situation se dégrade et de devoir les hospitaliser. Donc il y a un certain nombre d'éléments maintenant assez probants qui ont été documentés dans le cadre d'études scientifiques qui montrent que cette communication augmentée et notamment améliorée aussi par des outils d'intelligence artificielle peut avoir un impact tout à fait significatif sur les processus de soins et la qualité de ces processus. Même dans certaines études, a montré une augmentation de la survie de patients dans le cadre de situations de traitement, en l'occurrence de cancer métastatique, avec ces outils. Alors bien sûr, la difficulté, c'est que de la plus petite application jusqu'aux projets les plus ambitieux, tous, pour servir la santé, doivent passer par des processus de validation clinique qui sont parfois compliqués, lourds. Je crois que BioVallée France, vous occupez aussi d'accompagner certaines startups dans ce genre de parcours un peu long, lourd, à savoir préparer son protocole clinique. Oui, et aller en tout cas jusqu'aux portes du préclinique avec justement un centre de service qu'on a lancé il y a 2 ans sur l'accompagnement des entreprises de toute taille, de l'idéation jusqu'effectivement au produit qui peut s'inscrire dans le lancement des essais cliniques et qui tient compte justement de toutes les briques, notamment réglementaires, en disant il ne faut pas lancer le développement, concevoir le produit technologique et se rendre compte a posteriori qu'il ne satisfait pas aux différentes contraintes réglementaires, et ce effectivement y compris avec le numérique, la structuration du logiciel. Et c'est donc le Med Unique Center qui s'est mis en place pour faire cet accompagnement, apporter son expertise interne, mais également avoir une logique de package pour faire intervenir les différents experts qui vont pouvoir nourrir cette réflexion sur le développement des dispositifs médicaux. Et il y a un second projet qui est en cours aussi, qui va être sur la même logique, mais vraiment très centré IA. D'accord. Professeur Nandinger, vous vouliez ? Oui, sur la validation des dispositifs, par exemple, pour avoir une bonne IA, il faut un bon algorithme et il faut des bonnes données.
Et les données, c'est pas le plus facile. Il faut des données de qualité. Et ceux qui se sont plantés, si on peut dire, et pas des moindres, IBM Watson, c'est parce que l'algorithme n'était pas idéal et surtout que les données n'étaient pas idéales non plus. Donc ça, c'est très important. Et quand on dit que, par exemple, pendant l'épidémie de Covid, l'IA n'a pas apporté grand-chose, c'est que souvent les études qui ont voulu essayer de faire des progrès n'ont pas eu des données de bonne qualité. Donc on apprendra pour la prochaine épidémie, on n'est pas trop pressé, mais ça servira. Le deuxième point, c'est que après il faut valider. Faire un essai clinique, actuellement pour un nouveau médicament, c'est extrêmement compliqué. C'est un sujet que je connais pas mal parce que j'en ai fait pas mal. Et il faut avoir énormément de patients. C'est-à-dire qu'il faut donner le traitement et le groupe contrôle à énormément de gens. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient d'accord. Ça coûte beaucoup d'argent et ça prend très longtemps. Avec l'IA, maintenant, on a des moyens de faciliter complètement ça. Et on s'oriente vers des groupes contrôle. Quand on veut avoir des patients, il faut avoir le même nombre de patients dans un essai qui n'ont pas le traitement. Et maintenant, on a des groupes contrôle synthétiques qui sont fabriqués à partir des données d'intelligence artificielle ou à partir de groupes avec des données de vie réelle. Les données de vie réelle, c'est ce qu'on sort des données de la carte vitale pour des patients qui ont eu ou qui n'ont pas eu un traitement. Et tout ça, ça va considérablement faciliter la recherche clinique, la validation non seulement des dispositifs d'IA, mais aussi de l'intérêt des nouveaux médicaments. Parler de volontaires virtuels dans les essais, c'est ça ? Non, dans les essais, vous savez, dans un essai, il faut 2 fois plus de patients que ceux qui reçoivent le traitement. Et donc, on va pouvoir les groupes contrôle, économiser entre guillemets par des groupes contrôle synthétiques, virtuels, préparés à partir d'algorithmes, grâce à des populations semblables à ceux du groupe traité. Donc ça, c'est un domaine en pleine expansion et qui va probablement faciliter aussi pas mal la recherche médicale. Alors on l'a vu dans votre intervention au début, les applications sont, enfin c'est une omniprésence programmée que de ces outils que vous nous avez. On peut pas tout aborder évidemment, mais on peut pas ne pas parler de l'aspect sécurité, cybersécurité que cela engage. C'est une somme de données qui est enfin voilà, on peine à se représenter. Antoine Gesbuller, je voulais vous poser la question là-dessus et rappeler cette information. Le 8 octobre dernier, un étudiant en informatique de 22 ans a été mis en examen pour avoir dérobé puis mis à disposition d'un site néo-zélandais les données de santé d'environ 1,4 million de personnes dérobées aux hôpitaux à PHP. 2 semaines plus tôt, on avait 11 gigaoctets dérobés au centre hospitalier sud-francilien qui étaient mis en ligne sur un site cybercriminel. Voilà, ce genre d'épisode se répète. Il faut s'habituer ou on a des moyens de l'empêcher? Alors, de l'empêcher, je pense pas. De s'y habituer, je n'espère pas. Et je pense que la voie est un peu entre les deux. Peut-être juste commencer en rappelant une sorte de paradoxe, parce que la production de soins, la santé, c'est avant tout une question de traitement de l'information. La valeur de la santé numérique, elle dépend de notre capacité de connecter, de coordonner les différents intervenants, bien sûr les professionnels, mais aussi de plus en plus les patients, leurs proches, voire également les utilisateurs secondaires de ces données que sont les chercheurs ou les acteurs de la santé publique. Or, on a une sorte de paradoxe entre ce besoin de communiquer l'information, de l'échanger, et le risque de l'exposer notamment à des utilisations malveillantes. Et donc, ce développement de la cybercriminalité, elle nous touche vraiment au cœur de ce qu'on essaie de faire avec la santé numérique, parce qu'elle va nous pousser à une certaine régression, ou en tout cas une certaine complexification des accès et de la manière de communiquer l'information dans des systèmes de santé numérique. Ce que vous mentionnez, c'est aussi lié au fait que certaines données n'existent plus que sous forme numérique. On a entendu parler de l'imagerie. Alors non seulement ça existe que sous forme numérique, mais ça nécessite le numérique pour les traiter, que ce soit l'intelligence artificielle ou d'autres outils de traitement de ces données. Et puis ces données, elles ont une valeur marchande qui est liée à l'offre et à la demande. Pendant
un certain nombre d'années, le prix moyen sur le dark web d'un dossier médical était autour de 300 à 400 $. Il y a visiblement une offre qui a augmenté avec les attaques sur les hôpitaux. Je crois qu'actuellement, le cours est plutôt proche d'une centaine de dollars pièce. Mais enfin, on voit que c'est quand même quelque chose qui est prêt à attirer un certain nombre de malfaiteurs. Et puis, pour que ça soit utilisé ensuite pour des questions de chantage, d'humiliation, de fraude à l'assurance, de vol d'identité, etc. L'autre chose qu'on voit de plus en plus, c'est aussi la paralysie des hôpitaux qui dépendent de leur système d'information par des attaques de type rançongiciel. Et ça, c'est évidemment un énorme souci. Et comme vous le savez, il y a plusieurs exemples qui nous font froid dans le dos et qui nous font peur en tant que responsables des systèmes d'information des hôpitaux, parce que on se demande pas vraiment si ça va se passer, mais quand ça va se passer aussi chez nous. Alors, il y a bien sûr des moyens d'entrer, de se prémunir, mais les risques progressent en général, et on le voit globalement, en symétrique avec les mesures de défense. On est face à des systèmes qui sont complexes, qui sont vulnérables, et donc les enjeux, c'est pour nous de réduire ce qu'on appelle la surface d'attaque. Et pour ça, il faut qu'on identifie les vulnérabilités. Beaucoup de ces vulnérabilités sont humaines, elles sont plus difficiles à traiter que des vulnérabilités technologiques. On utilise des hackers éthiques qui nous aident à trouver les points faibles de nos systèmes. On a développé aussi ce qu'on appelle des leurres numériques qui visent à attirer les criminels vers des pistes pour lesquelles on sait qu'on arrive à se défendre et les détourner de nos points de faiblesse qu'on n'arrive pas à combler. Et puis, on voit aussi progresser des systèmes de surveillance de plus en plus intelligents, notamment ceux pilotés par de l'intelligence artificielle qui vont détecter des comportements suspects avant que ce soit des attaques massives. C'est des systèmes qui sont basés un peu sur le même modèle que ceux qui sont utilisés pour les cartes de crédit, qui arrivent par recoupement à dire mais là c'est anormal qu'il y ait ceci qui se passe avant que ce soit un problème majeur. On travaille en réseau, un réseau d'hôpitaux, mais réseau d'institutions aussi, qui se donnent des alertes et qui partagent rapidement des informations, même si la culture encore du partage des vulnérabilités est quelque chose d'assez peu répandu. Ça implique aussi des sommes importantes pour la mise à jour de tous ces patchs de sécurité, puisqu'on trouve des vulnérabilités très régulièrement. Ça pose la question d'utiliser des codes ouverts qui sont probablement plus fiable parce que sujet à supervision par un plus grand nombre de personnes, donc l'open source. Et puis, ça nécessite de mettre en place aussi des plans de reprise d'activité et des drills, des campagnes de tests, de simulation de crise pour que toutes les rouages soient mis en place. Et puis, bien sûr, aussi des campagnes de sensibilisation et de formation des usagers. Donc, vous voyez, il y a beaucoup à faire pour qu'on essaye d'augmenter finalement les niveaux de sécurité et qu'on soit de plus en plus résilient face à ces menaces qui sont des menaces constantes. On estime qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'attaques sur nos pare-feux numériques de l'hôpital chaque jour. Donc, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, mais il n'y a pas de solution facile. Peut-être mentionner encore qu'il y a maintenant un certain nombre d'organisations non gouvernementales qui s'intéressent à ces questions. On a notamment à Genève, fondé d'ailleurs par le président de Microsoft qui a fait une partie de ses études à Genève, le Cyber Peace Institute, qui est une ONG qui s'intéresse justement à mettre en place des outils de documentation et des outils d'entraide dans le domaine de la cybercriminalité et qui a notamment fait un rapport récemment sur les attaques sur les hôpitaux et met en place des outils qui peuvent être intéressants à partager. Et puis, on parlait tout à l'heure de la BioValley française. Je pense que ces écosystèmes de collaboration entre les institutions de recherche, les usagers que peuvent être les hôpitaux, le tissu industriel, est quelque chose qui est très important aussi pour
identifier quels sont les domaines dans lesquels il y a des développements technologiques qui vont être nécessaires pour se protéger de ces enjeux de cybersécurité. Nous avons en Suisse occidentale aussi une Health Valley, comme on l'appelle, et puis au même endroit une Trust Valley, donc une concentration aussi d'industrie dans le domaine de la confiance et de la sécurité numérique. Donc vous voyez, ce sont des sujets qui ont beaucoup à apprendre les uns des autres et à collaborer. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Caroline Dreyer, c'est pour BioVallée France, vous voulez rebondir ou pas d'obligation, parce qu'après il faut qu'on parle un petit peu de formation. Mais... Non, très rapidement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, et ça fait partie aussi de notre mission que de rassembler. Alors on a parlé de silos, aussi de transversalité ce matin, de manière transversale, des partenaires sur ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, ils sont clairement devant nous, et avec l'usage du numérique, ils vont l'être de plus en plus. Donc là aussi, c'est notre rôle de mettre autour de la table ces acteurs qui, au point de départ, ne sont pas forcément sur la filière santé, mais qui, en termes de cybersécurité, vont permettre à la filière santé de se développer. Bien sûr. J'imagine qu'à l'Institut Curie, on a aussi des hackers éthiques pour tester les systèmes. Voilà, c'est les gentils hackers. Oui, c'est un vrai sujet de préoccupation. Dans le domaine de l'imagerie, effectivement, on est extrêmement vigilant pour sécuriser l'utilisation des données et s'assurer que les données restent bien là où elles sont censées être. Et je rebondis aussi sur l'aspect validation. Il faut comprendre que pour valider ces algorithmes compliqués, il faut des grandes bases de données, et donc il faut une coopération internationale. Donc on est à Strasbourg, et il y a beaucoup de projets d'intelligence artificielle en médecine et en imagerie médicale où on travaille avec des partenaires européens pour construire les bases de données qui nous permettent d'une part de développer les algorithmes, mais aussi de les valider en intégrant les spécificités de différents pays qui n'ont pas tout à fait les mêmes protocoles d'imagerie, les mêmes critères de recrutement. Donc il y a aussi un vrai aspect coopération internationale pour valider les algorithmes à grande échelle avant de les déployer dans les hôpitaux. Merci. Alors, il faut tenir le temps quand même. Mais vous nous disiez, enfin, vous martelez, en fait, moi, depuis 5-6 ans qu'on se connaît, cher Bernard, vous martelez tout le temps que l'intelligence artificielle ne remplacera pas le médecin, ce n'est pas la question, c'est un nouvel outil. Mais qui dit nouvel outil, dit formation, et des médecins, et aussi des patients, pour qu'ils acceptent, qu'ils aient confiance dans leur médecin, qui se comprennent pas. Donc, bon, on va passer au sujet de la formation, et je vais demander à la régie de préparer la diffusion de la petite vidéo que nous a enregistré le professeur Jean Sibilia, qui est donc professeur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la faculté de médecine, qui est très impliqué dans toutes ces questions. On pourrait passer 10 minutes à citer les responsabilités qu'il a à droite et à gauche, que ce soit au Health Data Hub, je crois, directeur technique au Health Data Hub. Voilà. Est-ce que le professeur Jean Sibilia est prêt ? La formation numérique, c'est un sujet très important aujourd'hui dans le domaine de la santé, avec un certain nombre de questions qu'on doit se poser pour aller dans le bon sens. D'abord, première chose, quel est le contenu de cette formation numérique ? Je pense qu'il est très important pour nos étudiants en santé, pas seulement les étudiants en médecine, mais tous les étudiants en santé, de façon transdisciplinaire et pluriprofessionnelle, de se former au moins à 3 choses. Être capable de collecter les données. La qualité et princeps de la donnée, c'est fondamental. Ce sont des données de santé, ce sont aussi, aujourd'hui et demain, des données obtenues par des objets connectés. Demain, notre objectif est de suivre les patients à domicile, de suivre à distance. C'est très certainement l'avenir de la médecine ambulatoire. La deuxième chose, c'est très important, c'est d'être attentif à la qualité de l'éthique des données de santé. Aujourd'hui, les aspects réglementaires, les aspects éthiques sont fondamentaux. Je pense que c'est important. Il faut rassurer les patients, il faut rassurer les professionnels de santé. Il y a une véritable éthique européenne, française, européenne, dans le domaine des données de santé. La troisième chose qui est très importante, c'est comment va-t-on analyser ces données. Il est très important,
à partir des données de santé, d'avoir un objectif qui sont des projets d'impact. Il faut que ces données de santé reviennent en quelque sorte aux patients, aux professionnels de santé et aux patients, que ces données de santé puissent produire des messages importants en pratique quotidienne. Et j'appelle ça des projets d'impact. l'e-santé, c'est fait pour faire des projets d'impact et ces projets vont transformer la santé de demain et la transformer, la faciliter, redonner du temps aux soignants et donner de la liberté aux patients avec une autre façon de voir la relation médecin-patient. Aujourd'hui, vous voyez votre malade en consultation 0,001% du temps. Le reste du temps, le malade est à la maison, à son travail. Aujourd'hui, on va créer une connexion nouvelle entre le soignant et son patient, soignant, médecin et paramédical, créer une nouvelle relation par les objets connectés et par l'e-santé. Ça, c'est un point très important. L'autre point, c'est quand et à qui ? En formation initiale, évidemment, en formation continue. Je pense qu'il faut vraiment être capable, dès la formation initiale, d'incrémenter le fameux C2I, ce certificat qu'on enseignait. Aujourd'hui, on a des données qui sont nouvelles. On va enseigner différemment l'e-santé à nos étudiants avec le PICS qui est peut-être encore insuffisant, il faut peut-être aller plus loin, mais la formation initiale se modifie, on va modifier cette formation pour nos étudiants, mais il faut aller jusqu'à la formation continue, puisqu'on va devoir former non seulement les étudiants d'aujourd'hui, qui eux ont tous les réflexes finalement du digital, mais enseigner aussi ceux qui ne l'ont pas, et il y a des médecins qui ont besoin d'une formation continue, et de les mettre finalement dans le bon sens pour qu'ils puissent profiter des progrès de l'e-santé. Et dernier point, finalement, qu'a-t-on appris de cette expérience récente de l'épidémie SARS-CoV-2 ? Est-ce que le numérique en santé a bénéficié, on peut le dire, de cette épidémie ? Oui, très certainement. On a vu que c'était faisable et que c'était faisable à grande échelle. Je pense que la téléconsultation, la téléexpertise ont montré leur efficacité. Alors, on peut les améliorer, bien sûr. Cette épidémie a montré aussi qu'on n'était pas forcément prêt en termes d'outils, d'interopérabilité. Il y a certainement des progrès technologiques. Il faut que l'e-santé et les objets digitaux soient conviviaux et faciles à utiliser. Et puis on a vu clairement qu'on manquait de formation et cette expérience a montré qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de formation et créer notamment de nouveaux métiers. On a besoin de nouveaux métiers. On a besoin de coordinateurs du numérique en santé. On a besoin d'ailleurs que ces coordinateurs aillent vers, je pense qu'on peut aller vers les professionnels de santé, mais il va falloir aller aussi vers les patients. Je pense que c'est important à la fois de former les deux bouts de la chaîne, celui qui produit les données, celui qui les analyse. Et puis en dernier lieu, on a besoin dans ces nouveaux métiers, évidemment, de tout un lot de nouveaux métiers, de data scientist, de data manager. On a besoin de gens qui sont capables, dans des équipes pluridisciplinaires, avec des soignants, avec ces ingénieurs, d'être capables d'analyser ces données de santé. L'algorithmie, la médecine algorithmique demain n'existera que si on a ces compétences-là. Et je le répète, ces outils de l'e-santé, cette médecine algorithmique doit être au service de valeurs qui sont les valeurs du patient, les valeurs d'humanisme, de la relation médecin-malade. C'est pas une nouvelle médecine, mais c'est une autre façon de pratiquer la médecine avec peut-être plus de temps de soins. Ça réglera peut-être une partie des déserts médicaux, mais surtout garder cette relation soignant-soigné, cette relation humaniste entre le patient et ses soignants, médecins et non-médecins. Et je pense que c'est absolument fondamental pour qu'il y ait une excellente approbation et appropriation de l'e-santé par l'ensemble, la plus grande partie des acteurs, citoyens, patients et soignants. Voilà, je remercie, il ne nous entend pas, mais voilà, on lui passera le mot. Je remercie Jean Sibilia pour cette intervention préenregistrée. Je vais vous proposer de rebondir sur ces propos. Moi, juste avant, ce que je retiens, c'est que, encore, l'IA ne remplacera pas le médecin et elle va même plutôt créer de nouveaux métiers en lien avec la santé, si je comprends bien. Mais je vous laisse réagir, qui veut. Non, je veux bien. Moi, c'est pas que je radote quand je dis que l'IA ne remplacera pas le médecin, c'est que... Je sais pas ce que je dis, oh là là. Non, mais parce que c'est facile de faire le buzz dans les médias en disant le contraire. Vous avez... bon, je citais personne, mais c'est facile de faire du battage médiatique en disant il n'y aura plus de docteurs, il n'y aura plus que des algorithmes. Donc je crois qu'il faut rappeler que là on a un progrès qui est extraordinaire et puis effectivement il faut que les professionnels de santé sachent l'utiliser. Alors je crois que les problèmes que peuvent avoir les
les doyens, c'est de trouver aussi des enseignants pour ça, parce que c'est pas si évident. Hein, il faut des gens qui connaissent bien les algorithmes, la médecine numérique, et que bon, tout ça, ça va se développer. Sur le sujet dont on a parlé avant, c'est la cybersécurité. Oui, c'est un problème majeur. En France, il y a des attaques très nombreuses tous les jours sur les centres hospitaliers. Si ça vous intéresse, vous avez la gentillesse de parler tout à l'heure du livre qu'on a sorti avec l'Académie de médecine et des sciences il y a 6 mois. Il y a un chapitre qui est très intéressant sur le sujet, qui a été écrit par Guillaume Poupard, qui est le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, qui est extrêmement compétent et qui est un peu effrayant aussi. Mais enfin, moi, ce que j'en ai retenu, c'est quand il y a des problèmes, je crois Antoine Gesmuller l'a aussi dit ou sous-entendu, c'est que souvent, il y a une erreur humaine, c'est-à-dire il y a un collaborateur qui est arrivé à l'hôpital avec une clé USB qui l'a connectée, et que souvent aussi, c'est les établissements, pas toujours, mais souvent c'est les établissements qui n'ont pas accordé suffisamment d'importance à la cybersécurité et les moyens qu'il faut pour se protéger. Alors, je crois qu'à l'hôpital cantonal de Genève, on n'est pas dans ce cas-là, mais pour l'instant, vous n'avez pas eu de cyberattaque pour l'instant. Autrement dit, quand on est bien protégé, est-ce qu'on est protégé pour l'essentiel de ces cyberattaques ? On n'a pas eu de cyberattaque massive. On a eu des alertes, on a eu des tentatives, on a eu, alors plus du côté université que côté hôpital, un certain nombre de problèmes de sécurité. Donc non, je crois que personne n'est indemne. Mais comme vous le dites, la problématique des erreurs humaines, que ce soit au niveau des usagers, mais aussi au niveau des gestionnaires du système d'information, est un problème majeur. Et donc, ça nous revient aussi à la question de la formation. Et peut-être un des éléments pour lesquels je suis pas tout à fait d'accord avec le professeur Jean Sibilia, c'est cette idée que la nouvelle génération serait tout à fait au courant de ces enjeux-là. Je pense qu'il y a une facilité, bien sûr, d'utilisation d'un certain nombre d'outils, mais peut-être un manque de compréhension des enjeux de cette utilisation-là, et notamment en termes de déontologie, en termes de protection des données et en termes de comportements qui sont à risque ou pas. Et ça fait en tout cas l'objet de cours qui sont donnés à nos étudiants, que ce soit en médecine ou aussi dans d'autres filières de professions soignantes, pour les sensibiliser à ces enjeux-là, mais qui vont des enjeux de la qualité de l'information, de la crédibilité de l'information, aux bons usages de l'information, de la question du consentement. Est-ce que le patient est au courant que je vais communiquer ces informations? Est-ce qu'il est d'accord, etc. Donc il y a, je pense, toute une formation à faire, y compris aux enfants du numérique, parce que je pense que c'est des questions qui sont plus des questions de déontologie et de comportement professionnel. Je pense que c'est aussi très important de travailler avec les professionnels de première ligne qui souvent sont un peu les oubliés des formations. Il y a pas mal de formations universitaires, de formations continues pour des professionnels spécialistes, mais je pense que qu'il s'agisse des enjeux numériques ou d'autres enjeux fortement liés, comme par exemple les enjeux de la médecine de précision, il faut qu'on arrive à démocratiser, je dirais, ces formations pour atteindre les acteurs de première ligne qui ont un rôle très important à jouer dans la compréhension et la cohésion, on va dire, de ces outils. Bien sûr, ne laissez aucun des acteurs de la chaîne de soins sur le côté. Je vois la gardienne des horloges me faire des signes. Nous allons être obligés de conclure cette table ronde. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de vos interventions et puis j'espère à très bientôt. Merci beaucoup pour l'opportunité.